Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de La Nature des Champions. Et enfin, dans cette émission, on va parler de surf. J'attendais ça depuis vraiment très longtemps, mais en plus de ça, on va parler de surf avec Malia Jones, qui est mannequin et surfeuse professionnelle. Elle est très jolie et elle surfe divinement bien. On va partir aux Galapagos avec elle et on va découvrir un animal qui est aussi un excellent surfeur, c'est le lion de mer. Mais les autres sujets qu'on va voir aussi ce soir sont des sujets sur le puma, qui est un excellent sauteur en hauteur, et puis un sujet aussi sur l'impala, qui court extrêmement vite. Mais sans plus attendre, je vous propose de regarder le sommaire. Cet homme est un sprinter. Il est belge et se nomme Patrick Stevens. Cet animal passe son temps à s'enfuir. Il s'appelle Impala. L'un court le 200 mètres pour la gloire et l'autre pour ne pas finir dans l'estomac d'un lion. Les deux champions ont fraternisé, c'était quelque part en Afrique. Cet athlète vient du Ghana. Il saute en hauteur. Médaillé d'or aux Jeux panaméricains, il n'imaginait pas que dans les jungles d'Amérique du Sud, comme dans les neiges de l'Ouest canadien, un animal puisse pulvériser les records olympiques. Pour le remercier d'avoir bravé le blizzard, le puma lui a fait une démonstration. Pour les Kennedy, la nature, c'est la montagne. Elle demeure éternelle et inaltérable malgré les drames des hommes. Ted Kennedy Jr. a perdu une jambe, mais il ne renoncera jamais à ce contact direct avec les éléments qui a toujours soudé son clan. Un magazine américain a désigné Malia Jones comme l'une des 50 plus belles femmes du monde. Top modèle, elle est aussi championne de surf, comme le lion de mer, un autre roi de la vague qui a ses habitudes aux îles Galapagos. Alors si vous deviez prendre un cours particulier, quel prof choisiriez-vous ? En attendant de retrouver Malia Jones, je vous propose d'aller découvrir l'Impala. Alors je vais faire une petite précision par rapport à ça, puisque l'Impala c'est un excellent coureur. On a déjà parlé d'un excellent coureur, c'est le guépard. La seule différence entre l'Impala et le guépard, c'est que le guépard est un prédateur alors que l'Impala est une proie. Et donc on va voir la différence un petit peu entre l'animal qui vient attaquer et l'animal qui s'échappe. Et on va découvrir ça en compagnie aussi d'un excellent athlète, c'est un coureur de 200 mètres qui s'appelle Patrick Stevens. Patrick Stevens, athlète, 200 mètres, vice-champion d'Europe en salle 2000. Belgique, 32 ans, 1m83, 78 kg. L'Impala, sprinter, la proie la plus rapide de la savane. Afrique, 1m40, 80 kg. Son corps tranche l'air comme une lame de rasoir. Avec Patrick Stevens, le 200 mètres n'est plus une course de vitesse, c'est une leçon de force et de puissance. Rapidité, agilité et grâce. 3 mots pour définir les Impalas, de petites antilopes africaines. En cas de danger, elles détalent et flirtent avec les 70 km/h en quelques dixièmes de seconde seulement. Une vitesse indispensable à leur survie. Pretoria, c'est ici que le voyage de Patrick Stevens en Afrique du Sud commence. Bonjour. Salut, comment ça va? Combien coûte-t-elle? 250. 250? Oui, pour les deux. Pas de vêtements. C'est interdit dans mon pays. Si, si. Dans mon pays, c'est illégal. D'où venez-vous? De Belgique, en Europe.
Dans quelques heures, les pieds du champion belge fouleront le bush sud-africain, patrie des Impala. Direction donc le nord du pays, à 600 km environ de Pretoria. Hi, Patrick. Hi. Hi, You must Quentin. be Quentin, yeah. Yes, yes. No, good to see you. Come, let's go. I've got a lot of things to show you. Yeah. Okay, okay, thanks. Good. Area. Premier kilomètre parcouru et première question pendant le trajet qui conduit le sprinter vers le lodge où il va résider. Elephant, your rhino, your buffalo, your lion and your leopard. Des Impala y ont élu domicile. L'occasion pour l'athlète de se familiariser avec son double du monde animal. Un double à l'apparence bien frêle, surtout si on la compare à la puissante musculature des cuisses de Patrick. Des cuisses taillées dans l'acier et faites pour la course de vitesse. Mais les pattes longues et fines de l'Impala sont moins fragiles qu'il n'y paraît. C'est même son principal atout. Grâce à des articulations réduites, sa jambe ne peut aller que d'arrière en avant quand il se déplace. Une particularité anatomique qui favorise la course rapide et permet des accélérations phénoménales. Intrigué, Patrick décide de s'enfoncer au plus profond du bush pour apprendre à mieux connaître ces champions de la vitesse. Son but, observer ces animaux dans leur milieu naturel. Un milieu qui lui réserve bien des surprises. Il a l'air petit, le second. C'est la femelle. Le mâle, il pèse 2,5 tonnes. Les recherches continuent et les rencontres s'enchaînent. Au détour d'une piste, Patrick et son guide croisent quelques zèbres qui font route avec un gnou. Le soir tombe, toujours pas d'impala. Grâce à leur odorat développé et à leurs yeux perçants, ils détalent au moindre signe qu'ils interprètent comme une menace. Et la présence de l'homme constitue pour eux un danger. Seul salut, la fuite. Médaille d'argent au championnat d'Europe du 200 mètres, Patrick Stevens doit s'entraîner chaque jour pour rester au meilleur niveau. Il quitte alors les pistes poussiéreuses du bush pour les anneaux plus familiers d'une piste d'athlétisme. Contrairement à l'animal, l'homme est davantage bâti pour la marche que pour la course de vitesse. Il doit donc préparer son organisme à cet effort en trouvant son souffle. Seconde étape, l'assouplissement des tendons et des muscles. Des parties du corps tellement sollicitées pendant un sprint qu'il faut impérativement augmenter leur élasticité, sous peine de blessures sévères. Plus tu les étires, plus les muscles seront chauds et mieux tu pourras exploser une fois dans les starting blocks. C'est pas comme les animaux qui sont toujours prêts à courir. Quand un lion arrive, il faut courir. Ils n'ont pas le temps de se chauffer comme je le fais. À la différence de l'homme, les Impala possèdent naturellement des aptitudes pour la vitesse. La peur et le danger les poussent instinctivement à courir. Une course pour la vie. En fait, leur vitesse est un miracle de la nature, une adaptation unique dont le but est d'empêcher l'espèce de s'éteindre, même si parfois, ce combat pour la vie est inégal et cruel. Retour dans le bush. Sous une chaleur écrasante, Patrick Stevens observe un groupe d'Impala qui se repose, tandis qu'un jeune mâle monte la garde. Patrick apercevra-t-il d'autres Impala aujourd'hui? Rien n'est moins sûr, car le voyeur n'est pas toujours celui que l'on croit. Dissimulés dans les hautes herbes, les jeunes gazelles observent ce bien curieux visiteur et s'enfuient dès qu'il les approche d'un peu trop près.
Muséum d'histoire naturelle de Pretoria. Ici, Patrick va découvrir tous les secrets de la vitesse de l'Impala. Duncan McFadden, un jeune professeur d'anatomie comparée, travaille justement sur un squelette d'Impala. Un mâle, l'occasion est trop belle pour Patrick. Bonjour, je suis Patrick. Bonjour et bienvenue au musée du Transvaal. Voici un squelette d'Impala si tu as des questions à son sujet. Oui, j'aimerais savoir comment il peut courir aussi vite. Si tu enlèves ta chaussure, je vais t'expliquer. D'accord. Quand on compare ton pied au sabot de l'Impala, tu remarques que tu as 5 doigts, alors que l'Impala n'en a que 2. Il a donc moins de contact avec le sol quand il court. Les Impalas en fait sont digitigrades en même temps qu'ongulés, car il y a juste leurs sabots qui touchent le sol quand ils courent. En fait, ce n'est même que le bout du sabot qui touche le sol, un contact très très bref. Une simple différence morphologique expliquerait donc la supériorité de l'animal sur l'homme. Difficile à imaginer. Et pourtant, grâce à la petite taille de son sabot, le temps de contact au sol est infime. Beaucoup plus court en tout cas que celui du pied large du sprinter. Autre avantage pour l'Impala, tous ses muscles sont regroupés en haut des cuisses et lui permettent ainsi très rapidement d'arriver à la puissance maximale. La clé du succès pour Patrick, s'inspirer de l'animal en allongeant l'ampleur de ses foulées. Et ils peuvent donc développer leur puissance en un rien de temps? Oui, ils touchent le sol et rebondissent comme ça. Pour s'arracher des starting blocks, le sprinter ne peut donc compter que sur ses muscles. Des muscles puissants qui produisent une force explosive capable de supprimer les résistances de l'air au démarrage et les frottements lors de ses contacts au sol. Shangana, un village traditionnel perdu dans le bush. Beau lancer. Vous pouvez lancer à quelle distance? Au moins 60 mètres. Ah oui, vous devez être le meilleur lanceur du village. Oh oui, je suis un maître. Tout le monde doit vous connaître. Ah oui, c'est pointu. Vous pouvez tuer des impalas avec? Oui, je peux. Mais ça doit être difficile. Oui, c'est dur. Il faut de la stratégie. De loin, c'est impossible. Il faut lancer de près et vite. Oui. Car il peut s'enfuir et alors vous le ratez. Oui, on peut le rater. Au tour de Patrick d'essayer. Mais n'est pas chasseur qui veut. Tu pourrais être un bon chasseur, mais il faut encore que tu t'entraînes. Lancer une sagaie, jaillir des starting blocks ou échapper à un prédateur, le principe reste le même. Il faut concentrer toute sa puissance et la faire exploser en une seule fois. Une puissance que le sprinter doit maintenir constante pour lutter contre la force centrifuge qui pourrait réduire sa vitesse dans la courbe du 200 mètres. La clé du 200 mètres, c'est de toujours garder son centre de gravité à l'intérieur de la courbe. Quand on court, il faut ramener son bras droit vers la gauche en même temps que le genou droit pousse le corps vers l'intérieur. C'est ça la clé de la réussite. Embrasser les courbes avec son corps, une technique que Patrick maîtrise à merveille. Aussi bien en courant qu'en roulant à moto dans le bush. Toujours cette même passion pour la vitesse. Le voyage de Patrick au pays des Impalas touche à sa fin. Mais avant de quitter leur monde, il décide de retourner à Shangana, où vit un vieil homme mi-sorcier, mi-devin.
Dans ses amulettes, il voit de possibles blessures dues à la fatigue. Mais il lui prédit aussi de belles victoires. Serein, Patrick s'en va courir pour s'imprégner une dernière fois de l'esprit des Impalas. Et à la tombée de la nuit, ses foulées se perdent dans le bush sud-africain, cet immense stade sans limite, sans gradin, ni couloir et starting block. Oui, Marie-Claude, avant de parler des animaux qui sont spécialisés pour échapper à leurs prédateurs, je voudrais qu'on parle un petit peu des étirements, puisque dans le sujet, on voit une séquence d'étirements. L'homme et le sportif a besoin de s'étirer avant de faire un sport, notamment parce que ça lui permet d'exploiter au maximum son potentiel musculaire. Est-ce que c'est pareil pour les animaux? Oh oui, exactement pareil. Il n'y a qu'à regarder un chat, on le voit avant, il s'étire. Mais tous les animaux aussi, non, même système que nous, crampes, acide lactique, tout le problème, accumulation d'acide lactique dans les muscles est un vrai problème. Donc automatiquement, c'est la même physiologie, le même problème. Par contre, il n'y a pas ce rituel, parce que c'est vrai que dans la nature, on ne peut pas leur laisser un temps d'échauffement. Ils n'ont pas forcément intérêt à le faire. Dans la nature, on l'a vu, la proie, elle a une devise, courage, fuyons. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de solutions. En plus, elle doit être, par exemple, pour un animal comme l'impala, tout à la fois sprinter et marathonien. Parce qu'il faut qu'elle dure, qu'elle dure, qu'elle dure. Alors, c'est vraiment difficile. Elle court en zigzag, de façon vraiment à troubler le méchant prédateur qui est là derrière. Donc, en plus de la vitesse, elle utilise des techniques différentes. Voilà, donc c'est vraiment difficile. C'est toute une stratégie. Mais il y a d'autres stratégies. On va d'abord voir sur le podium, quand même, si c'est ça la meilleure. Voyons si l'impala est le premier dans les fugitifs. Alors oui, les fugitifs, eh bien oui, c'est l'impala, parce que vraiment, c'est déjà formidable. En deuxième, le lapin, et on va voir pourquoi. Il n'est pas si fou, le lapin. Et puis alors là, encore plus étonnant, parce que dans la mer aussi, il y a des gens qui veulent vous manger des phoques, des tas de bestioles. Alors le calmar, ou le calamar, on peut dire les deux, est arrivé, lui, en troisième position. Alors en fait, donc, on a vu le système zigzag de l'impala, même chose pour le lapin. Mais le lapin, pas fou, il a un terrier. Déjà, quand on a un terrier, c'est déjà bien pratique. Lui aussi, il fait des zigzags. Il fait des zigzags, pareil. Il court beaucoup moins vite que le lièvre. Hein. Le lièvre, ça peut aller jusqu'à 80 km/h, le lapin, 50 km/h. Alors, autre technique aussi, il se fige. Il est couleur sable, en général, le lapin. Il se planque. Vous savez, quand on marche souvent, nous, dans la campagne, on voit partir des lièvres ou des lapins. Oui. Ils se sont complètement cachés. C'est une technique qui n'est pas si sotte. En plus, lui, il a des grandes oreilles. Bon, ça le gêne, mais ça lui permet vraiment, malgré tout, d'être complètement couché et vraiment caché. Et le calamar, qu'est-ce qu'il fait alors dans ce... Alors, le calmar, c'est une pompe à eau. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Comme ça, avec ses tentacules, il va bouger. Il va avoir une grande fente comme ça sous la base du manteau et il va pouvoir aller assez vite jusqu'à 30 km/h. C'est pas mal. Il y a certains calmars qui volent à près de 6 mètres. Il y en a au-dessus de l'eau, carrément. Vous savez, quand on est parti, on pompe, on est un calmar. Et on sort de l'eau, c'est pas plus mal. Oui. Et puis le mieux encore, c'est de jeter de l'encre. Il a une poche à encre. Oui, exact, et comme ça, il a pour tous ceux qui ont pêché des calamars, voilà. On en a pris partout, c'est vrai. C'est une stratégie qui permet vraiment de ne plus être vu, ni vu ni connu, il est tranquille. Kwaku Rwateng, sauteur en hauteur, médaille d'or aux Jeux panaméricains 1999. Canada, 25 ans, 1m82, 80 kg. Le puma, sauteur, le félin qui saute le plus haut. Amérique, 1m50, 120 kg. Pour ressentir sur sa peau la morsure du froid canadien, il a fallu que Kwaku Boateng traverse un océan et la moitié de la Terre. Son pays d'origine, c'est le Ghana, une petite nation africaine que baigne l'Atlantique entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui exilé si loin des savanes, Kwaku Boateng a rejoint l'équipe nationale d'athlétisme du Canada. Il fait partie des meilleurs sauteurs en hauteur du continent américain. Quelque part dans les neiges du Grand Nord, c'est le meilleur sauteur en hauteur d'Amérique qui attend la visite de Boateng.
Le puma, parfois appelé cougar, est le plus grand félin du Nouveau Monde. Dans une réserve naturelle située au bord du lac Saint-Jean, le puma s'accommode, tout comme le bœuf musqué ou le caribou, des derniers assauts du blizzard. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'un homme saute plus d'1,40 m en hauteur. Depuis toujours, le puma, lui, est capable de sauter jusqu'à 6 mètres de haut. La morphologie de l'homme ne le prédestine pas à sauter en hauteur, mais plusieurs techniques développées au fil du temps ont permis de pallier cette inadaptation. La figure la plus classique, inventée en 1874, c'est celle du saut en ciseaux. Mais c'est aussi la plus limitée, le corps ne fait que suivre comme un poids mort l'impulsion donnée par le pied d'appel. En 1912, un sauteur américain inventa le rouleau ventral qui lui permit de battre le record de l'époque avec un saut de 2 mètres. À la manière d'un quadrupède, l'athlète s'enroule autour de la barre et sollicite les ressources de tout son corps. Enfin, en 1968, l'américain Dick Fosbury inventa la figure qui porte désormais son nom, le Fosbury Flop. Le sauteur se propulse le dos à la barre et se jette dans le vide, la tête la première, ce que ne ferait aucun animal. Dans le saut en ciseaux, tu prouves ta capacité à t'arracher du sol à une vitesse maximale. Le flop fait davantage appel à ta flexibilité et à ta coordination corporelle une fois que tu es dans l'air. Quant au rouleau ventral, tout réside dans ce que tu mets dans le travail de ta hanche. Et ce n'est pas une histoire de force. Pour la première fois de sa vie, Kwaku Boateng se rend dans les territoires du Nord. Kwaku, avec la température qu'il fait, c'est pas sûr qu'on va voir des animaux aujourd'hui. Mais on va aller du côté ouest de la réserve, donc on a plus de chances de voir des animaux. I think it's the first time that you came here. Yeah. C'est José Tremblay, jeune vétérinaire spécialiste de la faune nord-américaine, qui guidera Kwaku Boateng tout au long de son parcours dans la réserve. José sait exactement à quel endroit trouver des pumas, bien que la tempête ait dispersé les animaux. Right. On va aller sur cette montagne-là. Je sais qu'ils aiment bien se tenir dans cette région-là parce que c'est un peu montagneux. Les pumas d'Amérique du Nord ont pour habitat de prédilection les environnements accidentés, montagnes ou rochers. Oh my God. OK, il y en a un. Yeah, Oui, derrière les arbres. Puis pour un félin, c'est toujours étonnant de le voir évoluer dans la neige. Hein. Tu sais, si on compare à chez toi, les félins n'ont pas d'hiver du tout, hein, tandis qu'ici, ils sont capables de s'adapter à la neige, avec une fourrure qui est dense, puis une petite réserve de graisse, puis des abris aussi lorsqu'il va neiger, puis venter un peu comme aujourd'hui. Donc, on est vraiment chanceux de pouvoir en avoir. José, on peut dire qu'il ne bouge pas beaucoup. C'est à cause de ce joli temps, je suppose. Oui, tu as bien raison. C'est sûr que quand il ne fait pas très beau, la plupart des animaux, ils ne bougent pas beaucoup. Hein. On y va? OK. Kwaku Boateng n'a entrepris ce si long voyage que dans l'espoir de contempler le saut du puma. Mais celui-ci ne bougera pas davantage, en tout cas aussi longtemps que le blizzard n'aura pas faibli. Le lendemain matin, la neige a cessé de tomber. Pour Kwaku Boateng, c'est le moment du spectacle. Le puma accepte enfin de lui montrer ce qu'il sait faire. D'où vient leur capacité à sauter plus haut et plus loin que les autres animaux? Comment s'y prennent-ils? On sait que c'est des animaux qui sont très, très souples. Hein. Quand tu les vois sauter, tu les vois qui vont se retourner sur eux-mêmes puis qui vont retomber sur leurs pattes. Bon, il y a différentes adaptations. Ils vont avoir le dos voûté juste avant de sauter là, à la proie. Donc, il va y avoir une extension de la colonne puis un bascule du bassin qui va permettre une meilleure extension, une meilleure puissance au niveau là, des membres postérieurs. Tel est donc le secret du puma. Il peut tordre sa colonne vertébrale comme s'il s'agissait d'une barre de caoutchouc. L'autre adaptation qu'on va remarquer aussi, c'est que les membres là, arrière sont un petit peu plus longs que les membres avant pour permettre une meilleure impulsion.
Puis tu peux remarquer qu'ils vont mettre les membres là, postérieurs juste sous eux, mais un petit peu à l'avant. Donc, ils vont pouvoir le pousser et permettre une bonne extension, donc pouvoir sauter très, très haut. Le puma peut provoquer la torsion de sa colonne vertébrale grâce à de grands muscles abdominaux, ventraux et latéraux. Le saut Fosbury, le seul pratiqué en compétition, requiert du sauteur humain une capacité en tout point comparable. La colonne vertébrale doit adopter une courbure inversée puisque c'est le dos qui s'enroule autour de la barre. Le puma dispose d'un autre atout extraordinaire. Il n'a pas besoin de prendre son élan pour sauter. En Amérique du Nord, ses proies se tiennent parfois au sommet des rochers. En Amérique du Sud, elles sont souvent juchées sur un arbre. Le précipice dans le premier cas et la forêt dans le second ne permettent aucun recul. Il faut donc sauter de manière fulgurante. On dirait qu'il arrive comme s'il voulait manger ou quelque chose de ce genre. Il a l'air vraiment très, calme, tranquille. Il marche sur la pointe des pieds. Ils sont comme les autres félins. Ils vont approcher doucement quand ils vont aller voir une proie en faisant peu de bruit. Puis plus ils se rapprochent de la proie, à ce moment-là, plus ils vont pouvoir courir rapidement et même sauter directement sur la proie, étant donné qu'ils sont capables de faire des bonds de 7 mètres de longueur, puis 6 mètres de hauteur. Donc, ils peuvent être quand même à une bonne distance, là. Ce n'est peut-être pas l'animal le plus fort, le plus puissant, mais on voit bien qu'il est capable de concentrer toute son énergie. C'est ce qu'on fait, nous, dans le saut en hauteur. Rassembler toute l'énergie de notre corps pour pouvoir sauter plus haut. Pour sauter, le puma se rapproche d'abord légèrement du sol. Il emmagasine l'énergie élastique. Puis, les membres postérieurs s'étendent jusqu'à un étirement complet. Enfin, le corps tout entier se propulse vers le haut. Chez l'homme, il en va de même. La course qui précède le saut ne vise pas principalement à prendre de l'élan, mais à placer le corps dans la meilleure posture à l'approche de la barre. On a besoin de déterminer de manière très précise le point d'où on décolle. Si ton pied est décalé de quelques centimètres, en avant, latéralement ou en arrière, tu ne pourras jamais sauter à la même hauteur. Moi, je saute d'abord 20 fois dans ma tête. C'est ta tête qui dicte à ton corps le parcours qu'il doit suivre. Ici, ici et ici. Mais une fois que tu as décollé, c'est par pur réflexe que tu donnes la bonne orientation à ton corps. Tu peux tout à fait accomplir cette ultime partie du saut, les yeux fermés. Pour sauter en hauteur, l'athlète doit disposer des ressources musculaires grâce auxquelles il pourra décoller. Il doit donc, en premier lieu, travailler les muscles des jambes, puisque ce sont ceux qui déterminent la puissance de l'impulsion. Mais comme le puma, il doit aussi développer les capacités de flexibilité et d'énergie de l'ensemble du corps, en particulier les muscles du tronc et des membres supérieurs. Mes bras jouent un rôle essentiel au moment où je m'arrache du sol. J'ai besoin de mes bras pour me tirer vers le haut. Le sauteur en hauteur, qu'il soit humain ou animal, lutte sans cesse contre un ennemi, la force de gravité. D'autres hommes que les athlètes s'opposent à cet adversaire. Le danseur, lui aussi, cherche à aller le plus haut possible, à s'affranchir de la pesanteur. Dans le vocabulaire du ballet, la qualité la plus précieuse s'appelle l'élévation, terme qui désigne l'aptitude à s'arracher du sol. Ce que le puma fait pour survivre, le danseur le fait pour l'art et le sauteur pour le défi.
comme dans beaucoup d'autres disciplines, le même geste primaire et purement utilitaire, sauter pour attraper quelque chose, a survécu chez l'homme et s'est sublimé pour devenir une forme d'expression. Dans les neiges du Nord, le virtuose du saut continue inlassablement de s'élancer vers son repas. Ce jour-là, Kwaku Boateng viendra s'entraîner sur le territoire du Grand Fauve. Peut-être y ressentira-t-il, comme un souffle, l'inspiration que lui transmettra cet animal, capable, mieux qu'aucun autre mammifère, d'apprivoiser la pesanteur. C'est impressionnant, la détente du puma. Impressionnant, vraiment. Près de 6 mètres de haut, c'est On peut vraiment sauter jusqu'à 6 mètres de haut? Vraiment. Et alors, encore plus abasourdissant, il peut sauter 3,50 m avec une antilope, plutôt un cervidé dans la gueule. Et ça, c'est encore plus abasourdissant. Et pourquoi il a un Les cuisses, arrière-frein qui est toujours extrêmement pareil, puissant? les grosses cuisses des sauteurs et des grandes pattes. La postérieure, même là, on ne le voit pas bien, mais étant un peu plus haute que les antérieures. Parce que sur le sujet, en plus de ça, il le fait en statique, il ne prend pas vraiment d'élan pour sauter. Voilà, c'est là sa grande force par rapport à beaucoup d'animaux qui ont besoin d'élan. Il saute sans élan. Mais il y en a peut-être d'autres. Je vais vous montrer mon podium, voir s'il est premier. Eh bien non, il n'est pas premier. C'est la puce, l'inéluctable puce évidemment dans le saut. Derrière la sauterelle et seulement en troisième, le puma qui arrive péniblement. Peut-être c'est pas tout à fait juste, c'est vrai que des fois les podiums, je m'arrange un peu avec la nature. La puce, c'est quoi le rapport entre la taille de la puce et puis le saut qu'elle peut faire? La puce, elle fait quand même à peu près 100 à 150 fois un saut en hauteur. Mais bon, elle n'a pas de vertèbres, elle n'a pas un squelette aussi lourd. C'est vrai que c'est pas forcément honnête. La sauterelle aussi, c'est 2 insectes. Vous savez, de temps en temps, je distribue des cartons rouges. Vous avez remarqué à certains animaux, là, j'ai été vilaine avec le puma. Ouais, puis c'est très difficile de vraiment déterminer un podium, parce que dans la nature, les conditions aussi de test sont quand même difficiles à évaluer. Voilà, donc... Bon, 100 à 150 fois, c'est à peu près, revenons à la puce, c'est à peu près comme si vous sautiez aussi haut que la Tour Eiffel. Ça, c'est vraiment imbattable. La sauterelle, elle va sauter 30 fois à peu près sa hauteur. C'est beaucoup, c'est même énorme. Ça monte à peu près à 10 étages, c'est pas mal. Le puma, lui... 3 fois sa hauteur, bon, c'est pas sa longueur, ça fait à peu près 3 étages. C'est quand même pas mal du tout. Quand on regarde l'anatomie de la sauterelle, on a l'impression un petit peu de voir le kangourou. Et oui, ce sont des animaux qui sautent, mais la sauterelle a un avantage, elle n'a pas de queue. Quand on saute comme ça, une queue, c'est lourd à traîner. Ça permet au kangourou d'être debout et de manger un peu l'herbe après aussi, de se pencher, de lui donner un équilibre. La sauterelle n'a pas besoin de ça, et c'est grâce à ça qu'elle peut sauter beaucoup plus loin que le kangourou, qui est plutôt un sauteur en longueur. Il n'est pas dans ce Il podium, le saute kangourou. plutôt en longueur, il saute à peu près 13 mètres en longueur. En hauteur, il n'est pas terrible, il fait 3-4 mètres, c'est pas si mal. Mais c'est quand même loin derrière. Là, le puma, qui reste le premier des mammifères sauteurs. Et ces sauts, ils les font sans élan, je suppose? Tous sans élan, tous vraiment... un peu peut-être comme certains sportifs, comme des volleyeurs. Mais justement, c'est le sujet qu'on va voir maintenant, puisqu'on va voir un sujet sur le volley et sur le basket, qui va nous permettre un petit peu de voir quelles sont les différentes techniques de saut, les techniques en statique, et puis les techniques avec un élan, comme le sauteur en hauteur, comme le basketteur. Alors que le volleyeur, lui, va surtout utiliser des techniques de saut, de détente verticale, où il n'y aura pas trop d'élan, mais qui lui demandent quand même de sauter très très haut. Peut-on imaginer jouer au basket sans bondir vers le panier? Certainement pas. La pratique de ce sport demande en effet des qualités de détente importantes. Le but, s'envoler dans les airs pour marquer des points. La détente, c'est l'élément primordial du basket. Parmi les éléments fondamentaux du basket, je crois qu'il y a 2 choses, la vitesse et la détente. Et la détente, c'est une chose vraiment importante, puisque le cercle se trouve à 3,05 m du sol. Et pour arriver à avoir un tir facile, c'est d'amener le ballon, de sauter le plus haut possible pour amener le ballon le plus proche possible du cercle. Sauter le plus haut possible, cela signifie être capable de décoller du sol de plus de 1,20 m. Démonstration avec les joueurs du club L'Avenir de Rennes. L'élément fondamental de la détente, c'est l'appel. L'appel qui doit s'effectuer du talon, où on doit chercher à étirer les fibres musculaires pour enchaîner vers la pointe du pied et chercher à déclencher le saut
le plus haut possible. Et plus on cherchera d'abord à aller d'abord sur le talon et ensuite vers l'avant du pied, plus on aura une course qui permettra un saut le plus haut possible. Autre élément fondamental du saut, la taille du pied. Car plus il est grand et plus la zone d'appel est importante. Résultat, la puissance de la détente est amplifiée. Le volley, un autre sport qui fait appel à la détente, mais aussi à l'élan. Le rôle de l'élan, en fait, c'est d'accélérer la vitesse du bras. Le bras va plus vite que si on était à l'arrêt, donc on rajoute la vitesse du corps à la vitesse du bras. Et le fait de sauter, c'est pour augmenter la hauteur de frappe du ballon, c'est pour agresser encore plus le camp adverse. Au volley, la détente ne sert pas aux joueurs de la même façon selon qu'ils défendent ou qu'ils attaquent. Explication. Le principe du saut d'attaque, c'est acquérir une vitesse horizontale et la transformer par un blocage des pieds en une vitesse verticale. Là, je bloque et hop, j'acquiers une vitesse verticale. Le bloc, c'est différent. On se déplace en fonction du passeur adverse. Soit il y a des déplacements, soit il n'y a pas. Quand il y a des déplacements, c'est un déplacement latéral. Et c'est toujours le même principe, déplacement latéral, blocage et vitesse verticale. Démonstration de cette technique du saut de bloc. Rotation. On va voir maintenant un très beau sujet dans la rubrique Ma vraie nature sur Ted Kennedy Jr., qui est passionné de montagne et malgré un handicap très important puisqu'il a perdu une jambe à l'âge de 12 ans, il continue à pratiquer le ski et tous les sports de montagne et il continue à s'ouvrir sa très grande passion de la montagne. C'est une vraie leçon de courage. Grande leçon de courage et en même temps aussi grande leçon de caractère qui permet quand même de dépasser ses limites. Ted Kennedy Jr., skieur, ancien membre de l'équipe américaine paralympique, USA, 39 ans, 1m80, 80 kg. Sur la neige des Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable français, ce skieur dont le corps se coule dans la déferlante des bosses d'une piste rouge, c'est Ted Kennedy Jr. Son père, sénateur du Massachusetts, est le dernier des fils Kennedy, frère des charismatiques John et Bob. Le style fluide de Ted Jr., sa vitesse, laisse à peine entrevoir des moyens techniques différents. À 12 ans, j'ai perdu ma jambe à cause d'un cancer des os. Lorsque mon père m'a annoncé que les médecins devaient enlever une partie de ma jambe, j'ai été naturellement accablé comme n'importe quel enfant de 12 ans. Je n'avais vraiment plus envie de vivre après ça. Mais l'une des choses que je voulais absolument apprendre à nouveau, c'était skier. Je me souviens, j'ai perdu ma jambe en novembre, et au mois de mars suivant, quelques mois après, j'étais de retour sur les pentes et je ne ressentais aucun handicap. Je peux skier comme n'importe quel autre skieur sur la montagne. C'est une sensation qui me libère complètement. Cet après-midi est réservé aux enfants. Ted Kennedy Jr. et sa femme Catherine ont promis à Kayleigh, 5 ans et demi, et à son frère Teddy, 2 ans, une longue course en luge. Une activité qui amuse autant les parents que ceux à qui, prétendent-ils, elle était destinée. Boing! Oh my goodness! Did you have fun, Teddy? Did you have fun? Kylie, did you have fun, honey? We should do this again, don't you think? Kayleigh est trop petite pour suivre son père, ancien membre de l'équipe paralympique des États-Unis. D'ailleurs, il est plus prudent qu'il la suive pour lui rappeler les vertus du virage et du chasse-neige au fil des pentes. Yeah! Good job! C'est ici, à Courchevel, que les Français ont découvert le ski. Au début du siècle, les amateurs de ce sport nouveau vantaient les sensations belles et nobles de là-haut. My name is Ted. Hi, Ted. Bonjour Ted, je suis Cyril, le chef pisteur. Chef pisteur, vous allez pouvoir me montrer comment vous déclenchez les avalanches pour garantir la sécurité sur les pentes?
Oui, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Je pense que ce matin, nous allons voir les Gazex. Et je répondrai à vos questions sur la sécurité et le domaine skiable. Dans ce blanc étincelant, il faut un œil affûté pour remarquer d'étranges sentinelles. Vous voyez ces deux tubes là-bas, ce sont des Gazex. Les deux tubes qui sortent de la montagne? Oui. Maintenant, nous allons créer une explosion grâce à ces tubes. C'était très retentissant. Oui, vraiment bruyant. Bon, ça a explosé, Jacques. Hein? Ouais, d'accord. Et s'il y avait eu davantage de neige là-bas? Ça marche à chaque fois. C'est très très efficace. Et alors, la neige serait poussée au bas de la pente? Oui, la neige glisse au bas de la montagne, elle ne reste pas sur la pente. C'est très très sûr, on peut ensuite ouvrir les pistes aux clients. Nous rentrons en passant par le sommet là-bas. À l'époque de son opération en 1973, on disait de Ted qu'il avait déjà la force d'âme des Kennedy, un mental de champion pour qui le match n'est jamais perdu. Plus, ce don qui console de tout et qui a toujours encouragé le clan dans les vagues de Yannisport ou les monts du Colorado, savoir aimer la nature pour elle-même. Ted, voilà là-bas, la plus grande montagne, c'est le Mont Blanc, plus haute montagne des Alpes. 4807 mètres. Ça, c'est le plus grand dans les Alpes ou seulement en France? Dans les Alpes. Et en France aussi. Et en France. C'est très majestique. Je crois que ce que j'aime dans les montagnes, c'est cette impression de solitude. C'est un univers qui me rend humble. Je sais qu'il y a là une force qui me dépasse. Il suffit de regarder autour de soi. Ici, la nature réduit vraiment tous mes problèmes quotidiens au niveau d'insignifiantes contrariétés. J'ai l'impression de ressusciter chaque fois que je suis en montagne. Les deux enfants les attendent déjà chez un ami, dans un chalet perché en haut d'un village perdu. Précédé de Cyril André, le chef pisteur, Ted, avec Catherine comme passagère, fouetté par le vent de la nuit, balancé dans le grand huit des lacis glacés de la piste, s'offre une chevauchée sauvage en scooter des neiges. Waouh, c'était renversant. Vous avez aimé? C'était formidable. Merci vraiment beaucoup, Cyril. Comment était votre pilote? Il était formidable, vraiment très bon. Il a seulement accéléré un peu trop souvent. C'était à ton tour, ma chérie. Vous conduisez, Catherine, et maintenant, Ted, c'est vous le passager. D'accord, je suis prête à partir. Mais pour l'instant, une fondue savoyarde bouillotte dans son poêlon. Ma famille, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Pour moi, elle a toujours été un symbole de courage. Elle m'a appris à faire face malgré toutes les tragédies et les deuils qui nous ont touchés. Toutes ces expériences difficiles m'ont donné de la force. Cela nous a rapprochés. Je pense qu'il y a une chose que j'essaye vraiment de transmettre à mes enfants, c'est savoir apprécier l'importance de la famille, savoir rester tous ensemble, quoi qu'il arrive, être capable de se parler les uns les autres et savoir partager nos sentiments. Wow, look, the fire is pouring. Thank you, Denny. That is something very good. Impressive. Le lendemain matin, Ted Junior savoure les sensations du musher, comme on appelle celui qui conduit les chiens de traîneau. Marche, marche, répétaient les Canadiens français à leurs chiens. Mush, ont entendu les anglo-saxons, d'où ce nom de musher. L'attelage galope avec une énergie compétitive qui ne peut que plaire à un Kennedy. On appelle ce bonheur d'emmener le traîneau typique des chiens arctiques le will to go, l'envie d'y aller. En l'occurrence, admirer d'étranges formations géologiques en compagnie d'Emmanuel de Guillebon, le directeur du parc de la Vanoise. Vous pouvez voir le monolithe par ici.
Il fait à peu près 40 mètres de haut. Qu'est-ce que c'est qu'un monolithe? C'est une pierre. En français, on appelle ce genre de pierre carnieule. Vous en avez beaucoup comme ça par ici. Mais celle-là, c'est la plus grande et la plus grosse. Je vis en parfaite symbiose avec la nature. Je ne me vois pas essayant de la conquérir, mais je ne me sens pas non plus dominé par elle. Je pense que nous avons besoin de vivre dans un monde accueillant, où l'humanité et la nature peuvent exister ensemble, et où le progrès trouve peu à peu sa place. Ainsi, nous ne surexploiterons pas nos ressources naturelles. Sinon, nous allons tuer tout ce qui donne un sens à notre vie. On va retrouver Malia Jones, qui est un mannequin et en même temps qui est une excellente surfeuse, qui va aller aux Galapagos à la découverte du lion de mer, qui est, paraît-il, un excellent surfeur. Malia Jones, surfeuse, championne du monde amateur 1992. USA, 23 ans, 1m65, 50 kg. Le lion des mers, surfeur, expert en vagues et en courant marin. Galapagos, 1m20, 27 kg. Au navire qui croise au large des îles Galapagos, Malia Jones adresse un signe, comme pour souligner la chance qu'elle a, elle, de ne pas seulement passer. Malia Jones, top modèle, est aussi championne de surf. Elle n'était âgée que de 3 jours quand sa mère, la tenant dans ses bras, la fit monter sur sa première planche. À quelques brasses de Malia Jones, des lions de mer font du surf, comme elle. C'est avec eux qu'elle a rendez-vous. Les îles Galapagos sont situées dans le Pacifique, à 2000 km de l'équateur, et c'est sur celle d'Espagnola, où vivent des lions de mer surfeurs, que s'est rendue Malia Jones, vite entourée de nouveaux amis. Est-ce que je peux avoir un peu de gin avec ça? Un gin tonic, s'il vous plaît? Et dans ce coin, nous avons Godzilla. Et dans ce coin, venant des îles Galapagos, nous avons l'iguane marin. Aujourd'hui, vous allez voir l'affrontement. Sumo. Waouh, ils se battent vraiment. Alors, qui va gagner? Celui-là est plus gros, hein. Mais je parie $5 sur le verre. Hey, t'as vu ça? Ready? Une faune unique protégée par l'isolement et rendue célèbre par Darwin s'est développée sur les îles Galapagos. On recense, par exemple, plus de 20 000 lions de mer le long des côtes. Je voudrais surfer avec ces gens, mais tout ce qu'ils veulent faire, c'est dormir. De nombreux scientifiques étudient les lions de mer des Galapagos. Depuis plusieurs années, en particulier, Sandy Salazar cherche à mieux comprendre leur comportement de jeu. Grâce à son travail, on y verra sans doute plus clair sur leur apprentissage du surf et sur leur technique de glisse. Hey, tout le monde se bat aujourd'hui. Vous voyez, avec ce genre de jeu, ils s'entraînent à attraper leur nourriture.
C'est un jeu de lutte. Jouer dans l'eau permet aux jeunes lions de mer de mieux maîtriser la force des vagues, des tourbillons, des courants. Dès le 3e mois de leur vie, ils savent déjà glisser dans les rouleaux des vagues. Leur curiosité et leur vivacité naturelle en font très vite des experts. Mais attention, les jeux des lions de mer, qui appartiennent à une espèce grégaire, se pratiquent en bande. Chaque tribu ne s'amuse pas avec des étrangers. Cela ne vous rappelle rien ? Eh bien oui, dès l'origine, le surf a toujours été un sport de clan. De bandes parfois rivales, soucieuses de ne partager avec personne les meilleurs spots, c'est-à-dire les lieux où s'abattent les meilleures vagues. En quoi la morphologie des lions de mer les prédispose-t-elle au surf ? Pour le savoir, Malia Jones devra s'éloigner un peu des plages. Chez le lion de mer, la propulsion est assurée par les nageoires pectorales et par de puissantes ondulations du tronc. Une musculature lombaire aussi efficace permet à l'animal de contrôler la position de sa tête. De même que la pointe relevée d'une planche de surf l'empêche de piquer du nez, la tête du lion de mer tend naturellement à émerger. Les bras et avant-bras du lion de mer sont courts et incorporés au tronc, mais la main, elle, est disproportionnée. Elle s'est transformée en palette, en véritable rame. À elle seule, elle mesure le quart de la longueur totale du corps. Les doigts sont unis par une membrane qui augmente l'efficacité de la nageoire dans l'eau. De même, les orteils des membres postérieurs sont réunis par un repli de peau, si bien que les pattes, quand elles se rapprochent, ressemblent à une nageoire caudale. À bord du navire qui l'a conduite vers l'île des Lions de mer, Malia Jones va découvrir, grâce à un dessinateur qui connaît bien leur morphologie, à quel point ces animaux sont adaptés au milieu marin. Regarde la façon dont il place les ailerons. Avec ces ailerons, ils se dirigent. Ils prennent la forme d'un projectile, ce qui leur permet de bien pénétrer l'eau. Le corps des lions de mer est long et élancé, fort à l'avant et effilé à l'arrière. La tête est aplatie, les membres postérieurs forment un gouvernail. Bref, le lion de mer est parfaitement hydrodynamique. Comme le lion de mer, Malia Jones utilise parfois ses mains pour avancer. Quant aux dérives latérales ou à l'aileron central de sa planche, ils servent de stabilisateurs. C'est aussi le rôle que jouent les membres postérieurs du lion de mer. Ils ne servent pas à se propulser, mais à stabiliser la nage. Comme la plupart des animaux de la famille des pinnipèdes, les lions de mer sont toujours en mouvement. Ils débordent d'énergie et réalisent sous l'eau d'incroyables figures acrobatiques. Malia Jones va découvrir que le matériel de surf, peu à peu, a évolué comme le lion de mer. 2 mètres et 37 cm. Les premières planches de surf étaient encore plus longues et lourdes que celles-ci. Elles pesaient 72 kg et mesuraient plus de 4 mètres. Il ne s'agissait alors que de se laisser porter par la vague. Quand les surfeurs voulurent réaliser, comme le lion de mer, des figures complexes, variées au fil de la vague, on commença à alléger et à raccourcir les planches. Un mètre 74. J'aime bien cette forme de sport parce que tu as l'impression que la planche fait partie de toi. Puis c'est plus facile de bouger, de faire des cercles, de tourner. Et c'est plus facile de ramer dans les vagues. Surfer, même pour une championne, c'est souvent se retrouver sous l'eau. Dans ce cas, il vaut mieux disposer d'une bonne capacité respiratoire. Celle de Malia égalera-t-elle celle du lion de mer ?
un lion de mer a plongé près de Malia. En quelques instants, le rythme cardiaque de l'animal s'est abaissé de 100 à 10 pulsations par minute. Les lions de mer peuvent passer plus de temps sous l'eau que l'homme. C'est dû au fait qu'ils sont physiologiquement adaptés à la plongée. L'une de ces adaptations est qu'ils peuvent stocker l'oxygène aussi bien dans le sang que dans les muscles, sous forme d'hémoglobine et de myoglobine, deux molécules qui peuvent transporter l'oxygène. Une minute et 11 secondes. Le lion de mer, lui, restera sous l'eau 15 minutes de plus. Puisque les lions de mer ne semblent pas encore d'humeur à surfer avec elle, Malia, qu'un grand magazine américain a désigné comme l'une des 50 personnalités les plus sexy du monde, décide de travailler et de se livrer à la tâche ardue qui consiste à entretenir son bronzage. Où est-ce qu'on va déjeuner aujourd'hui? C'est l'heure de reprendre quelques forces. Le régime alimentaire de Malia doit concilier les contraintes d'un top modèle avec les besoins énergétiques d'une championne. Le restaurant où elle se retrouve est un temple du surf qui montre à ses clients des images filmées à Hawaï. Ça, c'est juste en face de ma maison. C'est dingue. Ça, c'est un truc de macho. En fait, quand ça marche, c'est vraiment bien, mais c'est vraiment peu profond, peut-être à la hauteur des genoux. Et les vagues arrivent par-dessus, une sorte de récif, et quand elles arrivent à la partie peu profonde, elles jaillissent avec une puissance terrible. Faut vraiment être fort, sinon t'es mort. Aucune vague ne fait peur à Malia Jones. Élève de la légendaire championne Relson, Malia Jones était déjà elle-même championne des États-Unis dès l'âge de 15 ans. Malia Jones est arrivée depuis 4 jours, mais elle n'a pas encore vu surfer un seul lion de mer. Hey Paul. Salut Paul. T'es déjà là? Je pensais que tu faisais une sieste. Chaque jour, Paul Bélanger, un caméraman, reste à l'affût en attendant que les vents déclenchent les jeux des lions de mer. Enfin, quand on n'y croyait plus, ces derniers enfourchent la vague. Malia aura bien droit au spectacle qu'elle est venue contempler. On the right. He just caught a wave. Did you see that? Yeah. It's the original surfer. Les lions de mer sont comme des surfeurs parce qu'ils attrapent la vague et puis ils se tournent. C'est un peu comme du body surf. C'est parce que leur corps est sur une ligne droite. Ils n'ont pas besoin de planche et ils rament dans la vague avec leurs nageoires. Après, ils se projettent d'un coup d'eau et ils tournent, ils sautent, ils font tout leur numéro. Je suis sûre que si nous étions constitués comme les lions de mer, nous n'aurions pas non plus besoin d'une planche. Ils ont l'air de beaucoup s'amuser, hein. C'est ça la vie d'un lion de mer, n'est-ce pas? Ils passent leur journée à nager, ils font du body surf, ils mangent du poisson, ils reviennent, ils prennent des bains de soleil, ils dorment, ils font la sieste, puis ils retournent nager, ils jouent, ils regardent le soleil se coucher. Et après, le jour suivant, ils recommencent. Non, je peux pas faire ça. Pas moi. Pas moi. Ce soir-là, Malia Jones célèbre son 23e anniversaire.
Make a wish. Le vœu de Malia Jones, ce sera peut-être d'aller rejoindre les Lions de mer pour une compétition de surf. Une compétition qui n'aurait pu avoir lieu nulle part ailleurs qu'au large de ces îles. Alors, je savais qu'au Galapagos, il y avait une faune et des paysages magnifiques. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des magnifiques vagues. Et une très jolie fille. Je Très bouge jolie un fille. peu, moi, sur ce podium-là, Justement, sur l'ensemble, parce que j'ai bien vu que vous attendiez depuis le début de voir Malia Jones. Non, mais je pense que Allier le c'est Mali. surtout, je la connaissais, mais je pense que c'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le surf. Quand on voit une ambassadrice comme elle faire du surf, ça donne envie de faire du surf, ça c'est clair. Qu'est-ce que ça procure, le surf? Moi, je suis le genre planche à voile péniblement, je monte, je glisse. Je ne suis pas Malia Jones, j'ai bien compris. Alors dites-nous, je sais que vous êtes un spécialiste, expliquez-nous ce que ça procure vraiment. Mais déjà, c'est une sensation de se retrouver dans un environnement naturel qui est la mer. Et puis la sensation de glisse sur la vague, je crois que c'est un petit peu comme le lion de mer. Quand il s'amuse, c'est qu'il doit avoir du plaisir à le faire. Et donc la glisse sur la vague, la puissance de la vague qui pousse, c'est des sensations qui sont extraordinaires en surf. Mais il y a plusieurs disciplines dans le surf. Et c'est vrai qu'on peut jouer avec la vague de manière différente avec une planche, comme on l'a vu dans ce sujet, mais aussi en faisant du body surf. Le body surf, on fait du surf en fait en s'appuyant sur sa main, on glisse sur la main. Et ça ne fait pas mal? Non, puisqu'on a une espèce de plaquette qui permet de s'appuyer un petit peu sur la vague et avec la pente et la vitesse de la vague, on arrive à glisser. Et c'est vrai que cette technique-là ressemble énormément à celle du lion de mer. Alors justement, parmi les animaux qui s'amusent comme ça dans les vagues, quels sont... Dans les mammifères marins? Ouais. Vous voulez aller voir le podium? Nous y allons. Eh bien, non, ça n'est pas Malia Jones, mais le lion de mer qui est en premier. En deuxième, il est suivi, bien sûr, par le dauphin, on connaît tous, c'est bon. Et en troisième, et ça c'est plus surprenant, la grosse baleine. Et oui, c'est une joueuse, la baleine. C'est le principe même du jeu, c'est nécessaire à ces animaux, qui sont des animaux hyper intelligents, et ils jouent très volontiers avec les vagues. Le lion de mer et le dauphin jouent dans les vagues, par contre la baleine ne peut pas vraiment aller dans les vagues, c'est quand même dangereux pour elle, je suppose. Il y a un moment quand même où elle est jeune, la baleine, donc où elle ne pèse que 3, 4, 5 tonnes. Et à ce moment-là, oui, elle va dans les vagues, mais beaucoup moins. Elle est plutôt en profondeur, elle pratique l'apnée, mais elle peut jouer tout particulièrement ce qu'on appelle la baleine à bosse. On la connaît bien parce qu'elle chante. Et ben, elle chante et elle danse, la baleine à bosse. Et cette grosse truc qui saute comme ça avec des éclaboussures, c'est vraiment spectaculaire. Mais c'est souvent les jeunes qui tournent autour de la mer, qui s'appuient sur la mer. Et grâce à ça, ils vont connaître tous les courants, toutes les choses de la mer. Ça leur est pratique. Même chose pour le dauphin. Alors justement, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Quand je surfe, j'ai souvent l'habitude de voir énormément de poissons sur les vagues. Est-ce que les lions de mer ou les dauphins, justement, ne pratiquent pas le surf uniquement pour chasser? Parce que justement, à cet endroit-là, il y a énormément de poissons. En partie aussi pour économiser de l'énergie. Parce que quand on est porté par la vague, pendant ce temps-là, on n'a pas besoin de pousser, de se propulser. C'est aussi pour ça, souvent, que les dauphins suivent comme ça les bateaux, parce que ça leur permet de suivre tranquillement et d'être au repos. Autre particularité du dauphin, il mue en même temps. Ça le débarrasse de toutes sortes de vilaines peaux. Donc, c'est un plus, mais c'est vrai qu'il y a aussi la chasse. Et puis, le lion de mer, lui, il le pratique là pour aller sur la plage. Le lion de mer, c'est une otarie. Il a des petites oreilles par rapport au phoque. Il est plus habile à terre. Et comme ça, grâce à cela, il peut tranquillement être installé sur la plage. Il a de temps en temps envie de sortir de l'eau. Parce que nous, on aime glisser sur l'eau. Vous savez aussi qu'il y a un lézard qui peut marcher sur l'eau. On l'appelle Jésus-Christ, le basilic. Et il marche sur l'eau. Il fait comme de l'airsoft. Il peut vraiment courir sur l'eau, c'est assez étonnant. Et il va jusqu'à 10 km. Combien de temps peut rester un dauphin ou un lion de mer en apnée? Le lion de mer, pas autant qu'on croit, parce qu'il est moins habitué à l'eau. C'est le phoque qui va durer près d'1 heure. Le grand record, c'est le cachalot et les baleines à bec qui peuvent durer plus d'1 heure. C'est assez abasourdissant. Bon, le problème, évidemment, on oublie de chose, c'est mammifères marins. Ils ont des poumons. C'est pas, par exemple, le dauphin ou le requin, c'est la même chose. Le dauphin, c'est un mammifère avec des poumons. Le requin, il a des branchies, parce que des fois, les gens disent c'est la même chose. Ouais. Non, c'est toute la différence entre le mammifère et le poisson. Que bon, le mammifère
mammifère va faire des petits qu'il doit allaiter. Le poisson fait des petits, des fois en œuf, ou des petits tout faits comme le requin, qu'il n'a pas besoin d'allaiter. Et donc, eux n'ont jamais d'apnée, ne confondons pas. Mais ces grands mammifères-là, ils restent plus d'1 heure, alors que nous, je crois que notre corps est à 8 minutes, les humains. Je me trompe en tout cas, pour les meilleurs apnéistes, en statique, ils peuvent rester, je crois, 7 minutes, un petit peu plus. Mais les surfeurs aussi ont besoin d'être de très bons apnéistes, parce que très souvent, en tout cas en fonction de la taille des vagues, parfois ça peut leur arriver de rester de 30 secondes à 45 secondes sous l'eau. Et vous-même, vous restez... Non, parce que moi, je ne vais pas dans ces vagues qui sont vraiment énormes. Donc, je pense que pour moi, le maximum, c'est peut-être 10 secondes ou 15 secondes. Mais 10 secondes ou 15 secondes dans une vague qui te brasse dans tous les sens, on a l'impression que ça dure une éternité. Et puis surtout, on essaye de remonter à la surface. Et le mélange de l'eau et de l'air, cette espèce de mousse que l'on voit, cette mousse blanche, il est quasiment impossible de nager à l'intérieur. Donc on doit attendre que cette mousse s'en aille pour pouvoir remonter à la surface. Ce qui fait que de temps en temps, on se fait vraiment de belles frayeurs. On ne panique pas un peu? Si, ça arrive, oui. Ça arrive vraiment. Et pour les surfeurs qui surfent par exemple des vagues de 8 mètres ou 10 mètres, comme c'est souvent le cas à Hawaï, eux, ils peuvent vraiment rester très très longtemps. Et c'est pour ça que le surf demande vraiment de très bonne qualité d'apnéiste. Dans ce sujet, on a parlé de la mer, on a parlé du surf, mais l'élément, l'eau, permet de pratiquer plein de sports différents, des plus originaux, plus traditionnels. Il y a par exemple, on peut utiliser à la fois l'eau et le vent, c'est le windsurf. On peut utiliser un cerf-volant et une planche, ça s'appelle le sky surf. On peut utiliser un bateau et faire du ski nautique ou faire du surf derrière le bateau. Et on peut utiliser aussi un engin qui s'appelle le air chair, qui est un engin assez étonnant qui permet de faire des acrobaties très originales. Mais c'est aussi une activité, un sport extrêmement dangereux. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Les autres ont besoin de ski, moi ça me suffit. Nous sommes à Canyon Lake, en Californie. Gary Harris est l'un des plus célèbres skieurs nautiques de l'extrême. Il est spécialisé dans le barefoot, le kneeboarding et surtout l'air chair. Autant de termes qui n'ont pas encore trouvé de traduction précise en français. Par des séries de gestes codés, Gary communique avec le pilote du bateau afin de régler la vitesse et la trajectoire. C'est pas facile d'apprendre l'air chair, c'est un vrai pari, mais quand tu t'y mets vraiment, tu arrives à le maîtriser. Quand tu es assis sur l'air chair, la lame glisse pratiquement au-dessus de l'eau, donc il n'y a pas de résistance, c'est très confortable. Mais tu n'as pas intérêt à être heurté par l'air chair parce que la lame inférieure est très coupante. Le côté dangereux, ça dépend aussi du pilote. Je suppose que dans mon cas, c'est très dangereux. Oui, je suis prêt. J'étais prêt à la naissance. Tu sais, on n'entretient pas ces muscles-là en se contentant de manger des pâtes. Les fringues, ça s'achète, mais ça, non. C'est une sensation d'accomplissement de pouvoir faire un saut sur l'air chair ou le wildboard. Il n'y a que quelques personnes au monde qui arrivent à le faire. Et être une de ces personnes-là est une sensation indescriptible. It's just an indescribable feeling. You would have to try it yourself to really understand what it's about.
Hey, qu'est-ce que vous dites de ça? Incroyable. Ouais, c'était quelque chose. Marie-Claude, je vous verrais bien sur cet engin là, sur le Airchair, non? Ah, je me verrais mieux effectivement que sur du surf. J'aurais peut-être une petite chose, puis je serais avec un joli monsieur, moi aussi. Vous auriez Malia Jones avec votre surf et moi, ce charmant jeune homme. Mais j'ai de l'entraînement. Je préfère regarder le surf justement parce que la différence entre le surf et ces activités tirées derrière un bateau, c'est qu'en surf, on a uniquement le bruit de la vague, alors que là, ils ont le bruit du bateau et du moteur. Et à choisir, je préfère le bruit de la vague, c'est quand même beaucoup plus beau. Voilà, on approche tout doucement du terme de cette émission. Et je vous propose maintenant de regarder le sommaire de la semaine prochaine. On va encore faire énormément de voyages dans des paysages somptueux. On va aller à la découverte d'animaux étonnants comme des dromadaires, des girafes, des lamantins. Et aller encore une fois à la rencontre de la nature et de toutes ses beautés. Tant mieux. À la semaine prochaine. Cet homme fait toutes ses courses en marchant. Normal, c'est un champion. Il s'appelle Robert Korzeniowski. Un autre marcheur légendaire, c'est le dromadaire. Côte à côte, ils sont allés de dune en dune, ils ont traversé le désert. Une rencontre sportive au pays des mille et une nuits. Chantal Thomas est une drôle de couturière. Les autres dessinent des dessus, elle crée des dessous. Elle aimerait bien pouvoir travailler le plus beau fil du monde, mais c'est une araignée d'Amazonie qu'il fabrique. La reine des pièges à insectes a livré ses secrets à la reine des pièges à garçons. Thomas Castagnède n'est pas une demi-portion, mais il s'est toujours trouvé trop petit. Le rugbyman du 15 de France a voulu prouver que seul le talent compte. Il est allé montrer aux girafes du Kenya qu'il ne suffit pas d'être grand, il faut aussi se montrer rapide et malin. Le meilleur plongeur en apnée du monde, Umberto Pellizzari, en avait assez qu'on le compare à un dauphin. Il est parti à la rencontre d'un autre champion d'apnée statique, le lamantin, bestiole énorme et placide. Lequel est tombé amoureux de l'autre? J'aurais beaucoup de plaisir à retrouver Thomas Castagnède, qui est un rugbyman que j'apprécie particulièrement parce qu'on a un petit peu les mêmes caractéristiques tous les deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas extrêmement grand, mais malgré ça, on arrive à s'en sortir dans nos sports respectifs. Et puis aussi Umberto Pellizzari, parce qu'il pratique l'apnée et c'est une discipline qui me passionne beaucoup et dans laquelle j'aimerais bien progresser. Donc, si à l'occasion on se rencontre, j'espère que ça sera un très très bon professeur pour moi. Bonne soirée à tous et puis à la semaine prochaine. Ciao!